qui a été salué, et que moi-même je salue, que d'autres personnes dans le monde politique saluent, et qui va nous emmener beaucoup plus loin, parce que maintenant les gens, les personnes d'origine congolaise sont en politique, ils savent que c'est une autre génération avec laquelle ils auront à faire face, et qu'il faut faire la politique autrement. Donc pour nous, c'est tout bon. Ben, extraordinaire. Je pense que si on pouvait faire la moitié, même pas la moitié, le dixième de ce que vous faites en Belgique, on serait vraiment extrêmement honoré. Et si je trouve dommage que beaucoup d'agitateurs que nous rencontrons ici en Suisse, et à Genève en particulier, ne soient pas présents pour pouvoir prendre en tout cas exemple et surtout se renseigner sur ce que vous faites, comment vous le faites, pour pouvoir, peut-être qu'ils font partie de votre réseau, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très dommage qu'ils ne puissent pas être présents. Juste sur un point par rapport à ce que vous avez tout à l'heure concernant le musée Tervuren, faire le lien avec ce que nous faisons ici et ce que nous avons fait en particulier aujourd'hui durant toute la journée. On avait un mathématicien qui est venu nous parler de l'origine africaine des mathématiques. Depuis hier c'était la conférence qui portait notamment sur l'os Tishango. J'espère que tous les Congolais qui sont là savent ce que c'est. Les jeunes là, vous savez ce que c'est l'os Tishango? D'accord. Et c'est très bien, c'est des Congolais évolués, parce que c'est pas évident. Ça existe, hein, des Congolais évolués. Ah oui, je vois. C'est très bien. Et donc, voilà, c'était une conférence hier, et puis aujourd'hui c'était un séminaire sur les mathématiques. Ça a porté beaucoup plus sur les mathématiques égyptiennes, et c'est assez extraordinaire, un monde, un univers. Moi qui suis très anti-maths, anti tout ce qui est chiffres, je me suis découvert, en tout cas, très à l'aise, pas très à l'aise, c'est une façon d'être, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et c'est juste pour vous indiquer qu'on est sur la même trajectoire et que les questions identitaires sont notre préoccupation numéro 1. Avant de passer au gros morceau qui consiste sur votre côté auteur de livres fantastiques, d'abord la signification de votre nom. Vous avez en tout cas allongé, c'est par inspiration de Mobutu, c'est quoi, Mobutu Zabanga ou Non, ça c'est comment je dis, parce que dans les noms congolais ou africains, en général, il y a le nom de famille qui me rattache au clan. Le mien c'est Mbouzé. Mbouzé qui, comme mon père voulait dire, l'enfant, les prémices de ma jeunesse. Parce qu'il était le premier-né de mes grands-parents, donc on l'appelait Mbouzé. Donc après, il y a le post-nom qui, avec mes réflexions et mes recherches, renvoie plutôt à, si je puis dire, une sorte d'identité qui était propre, peut-être une identité spirituelle. En vous donnant la définition du nom après, vous allez comprendre. Et puis il y a Momi. Bon, certains Congolais ont des prénoms, d'autres n'ont pas des prénoms, mais ça c'est pas vraiment grave. Momi dans le dialecte de mon père qui veut dire Mobali, l'homme ou la virilité. Donc pourquoi j'ai pris tout le nom? Parce que déjà une première chose à savoir, c'est que lorsque je suis arrivé en Europe, en France, bon, entre parenthèses, j'ai vécu en Suisse aussi 2 ans, quand j'étais petit. Ouais. J'ai vécu entre Lausanne et Genève surtout. D'accord. Lorsque j'étais plus petit, disons qu'on m'appelait toujours Momi, mais en venant vivre en France, en fait, la manière dont les gens prononçaient mon nom, Momi, à la longue, j'ai commencé à me lasser d'entendre toujours ce nom parce que j'entends ça me rattachait toujours au pharaon, non, même pas au pharaon, en fait, aux momies, en fait, les cadavres, les momies et autres. Arrivé en Belgique, je me suis dit, allez, je ne vais pas me taper la même honte, donc j'ai opté pour un autre prénom. J'ai cherché un peu partout, j'ai pris le prénom Hervé. Du coup, je me suis fait appeler Hervé pendant tout un temps de ma vie en Belgique. Et ce n'est qu'après, juste avant la période 2007, avec la mort de mon père, que j'ai commencé à me poser cette question-là sur mon identité, sur mes origines. Et j'ai eu à faire 2 voyages au pays, en 2007 et en 2008. Et c'est justement après mon voyage en 2008 que j'ai lancé toute une série d'initiatives comme Balamour qui ont suivi 2 ans après. Et j'ai décidé de me réapproprier mon nom. C'était un peu difficile parfois avec ma femme parce qu'elle m'appelle toujours Hervé. Moi, ça me pompe un peu d'air. Et même avec mes enfants, des fois qui disent papa Hervé, moi je dis non, c'est papa mon nom, il n'y a plus de mon nom, moi c'est mon nom. Voilà. Et justement en creusant avec mon père, parce que juste avant sa mort, j'ai commencé à lui poser beaucoup de questions sur mes origines, à savoir un peu d'où on venait, parce que même quand j'étais petit, j'en discutais déjà avec lui. C'est de là que me vient d'ailleurs ma passion pour la culture générale, les sciences et autres.
Parce que dans sa bibliothèque, il me laissait souvent fouiller dans ses livres, regarder dans ses livres, puisqu'il interdisait à mes autres frères et sœurs. Allez savoir pourquoi. Et un jour, lors de son anniversaire en 2006, nous étions en train d'arracher une mauvaise herbe dans le jardin, à la maison à Bruxelles. Et on a commencé à discuter entre père et fils. Et il m'encourageait de différentes manières. Et puis, j'ai eu la présence d'esprit de lui demander, au fait, s'il pouvait me faire mon arbre généalogique. Parce que j'avais envie de savoir un peu d'où je venais et autres. Et quand il est rentré au pays, qu'il est revenu, il m'a ramené mon arbre généalogique avec un ancêtre, le premier à s'être appelé Mbouzé, qui remonte au 19e siècle. Donc du coup, je sais tracer au fait ma généalogie paternelle. Et ma mère aussi, par la suite, elle l'a fait. Et c'est justement parce que ma mère l'a fait, j'ai découvert, j'avais un de mes ancêtres, je pense, le père de mon arrière-grand-père qui était belge, originaire de Belgique. Et d'où ça a expliqué aussi le fait que mon grand-père était clair de peau, ma mère était un peu clair de peau. J'ai compris le truc, donc j'ai du sang belge quelque part. Voilà, donc c'est pour ça que je dis souvent aux gens d'éviter d'être fermés par rapport aux autres peuples, d'éviter d'être agressifs par rapport aux autres peuples, que ce soit les peuples blancs ou autres, parce que tu ne sais jamais d'où sont venues tes origines, et même d'éviter la xénophobie, parce qu'en tant qu'Africain, voilà pourquoi je disais qu'il faut prendre en compte, par exemple au niveau de la problématique du Congo, il faut prendre en compte ce qui se passe autour. Parce que tu ne sais jamais d'où sont venus tes ancêtres, peut-être qu'ils sont venus du Soudan, peut-être qu'ils sont venus du Rwanda, comme c'est le cas de beaucoup de Congolais. Donc c'est super important de prendre tout l'ensemble en compte. Et c'est après qu'il m'ait fait mon arbre généalogique que j'ai vraiment commencé à rentrer en profondeur dans mon identité. Je lui ai demandé alors que voulait dire mon nom. Et c'est là qu'il m'a dit que Logwani Ataini Komo, il veut dire celui qui est persévérant, en tout cas celui qui n'abandonne pas jusqu'à ce qu'il ait trouvé une solution la plus satisfaisante à son problème. C'est-à-dire l'homme persévérant. Et en voyant cela, lorsque j'analyse maintenant avec mon parcours, je me dis que soit il avait eu une vision de ce que j'allais être avant ma naissance, parce que ce prénom-là, ce nom complet, je l'ai déjà tout sur ma carte dans Thésaïroise depuis ma naissance, c'est-à-dire en 79. C'est-à-dire que soit il avait une vision qui me disait que ton fils sera ça, 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 donc appelle-le comme ça, soit il avait vraiment une présence d'esprit de se dire que j'aimerais lui donner cette identité et que cela lui serve de repère à chaque fois qu'il sera un peu perdu ou autre. Donc, quelque part, mon nom me définit. Voilà pourquoi j'ai vraiment insisté pour qu'il soit sur le livre. Parce que la graphiste qui faisait le livre, elle disait que non, mais c'est un peu long, est-ce qu'on ne peut pas raccourcir ton nom et autres. Moi, je dis non, c'est tout ça, tout ce nom-là, ça dit qui je suis. C'est mon identité, donc on ne peut pas le mettre. Donc, s'il faut que ça prenne 2 lignes sur la couverture du livre, on mettra les 2 lignes. Parce que ça me renvoie vraiment à qui je suis, et surtout qu'un de mes grands-pères s'appelait Nogwani aussi. Et mon arrière-grand-père s'appelait Mbouz. Et donc pour moi, c'est une manière de rendre hommage à mes ancêtres et de porter tout ce nom-là. D'accord. Très bien. Alors, venons-en maintenant au fait principal, ton ouvrage, les chroniques de l'Empire en tout. Comment t'es venue l'idée, puisque malheureusement il n'y a pas de livre, moi-même je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense. Ça sera pour la prochaine fois. Et parle un peu de ce livre et comment vous êtes arrivé à avoir l'idée de le rédiger et qu'est-ce qu'il contient comme thèmes principaux. Maintenant, il y a déjà 2 tomes. Quelles sont les thématiques qui sont les plus dominantes dans les 2 tomes et puis qu'est-ce qu'il y a de différent dans le 3e tome qui va sortir bientôt? Ok. L'idée de base, d'abord, je voulais écrire une histoire pour les enfants, une histoire avec des héros, pour les enfants, parce qu'après avoir découvert et aimé Le Seigneur des Anneaux et Le Trône de Fer, je me suis dit que sur le plan identitaire, il était important que je lègue quelque chose à mes enfants qui leur permet de pouvoir s'identifier à des héros mythologiques, des héros fantastiques de fiction qui leur ressemblent. Parce que dans cette démarche identitaire là que j'ai commencé moi-même déjà avec mon père depuis début des années 2000, je ne voulais pas que ça s'arrête à moi. Que je sois juste là comme un égoïste, voilà, je sais d'où je viens, patati, patata, mais il fallait maintenant qu'à mon tour, je transmette quelque chose à mes enfants. Étant donné que je n'ai pas la formation scientifique pour faire des bouquins comme d'autres auteurs que j'apprécie, qui parlent des origines du peuple noir, du peuple bantou, je me suis dit qu'il serait bien de prendre toutes ces histoires, toute cette connaissance scientifique, culturelle, spirituelle et autres, de le mettre dans un ouvrage et de le recouvrir sous d'un voile mythologique, de fiction. Et donc c'était ça l'idée de base. Bon, du coup, je me suis lancé, c'était en janvier 2012, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et arrivé en juin 2012, je me suis arrêté, j'avais écrit les 3 livres. Dans ma tête, j'avais les 3 livres, chapitre 2 ou chapitre 3. Alors du coup, parfois ça m'arrive d'être là avec 2 feuilles, là j'écris le chapitre 1, là j'ai déjà décidé en rapport du chapitre 1 pour le chapitre 2, et puis là pour le chapitre 3.
Et je passais ainsi de suite de l'un à l'autre et ça a été vraiment très très vite. Donc en 6 mois, j'ai bouclé tout le livre, toute la trilogie. Et les corrections sont ajoutées par la suite. Par exemple, j'ai voulu mettre beaucoup de références sur le plan historique à l'Afrique. Donc c'est pour ça qu'on retrouve par exemple des termes comme les toux, on retrouve des termes comme Kouilou qui renvoie à certains fleuves d'Afrique, des noms de personnages ayant existé dans la culture, l'histoire africaine, des noms de lieux pouvant rappeler d'autres lieux, et des cérémonies culturelles, des cérémonies spirituelles qui renvoient à des choses qui ont existé parce que j'y tenais vraiment. Je tenais vraiment à ce que ça puisse renvoyer à des choses qui existent de telle manière à ce que ça puisse pousser les gens à la réflexion et à la recherche scientifique même. D'où l'initiative de BMK Institute représentée par Diana que je salue. C'est que nous devons vraiment d'aller faire cette démarche scientifique là, qui est d'arrêter avec le sentimentalisme, de dire nous on était des grands, nous on était ceci. Il faut vraiment aller dans la profondeur des choses. Voilà pourquoi ce livre je ne voulais pas qu'il soit seulement de la fiction, de la fantaisie. Il fallait vraiment y mettre un outil culturel, un outil social surtout et un outil politique important dedans. Parce qu'en tout cas, j'ai pris tous les thèmes touchant à l'Afrique, que ce soit l'Afrique du passé, l'Afrique présente et l'Afrique du futur. Je tenais vraiment à ce que tous ces thèmes soient présents dedans et bon, je ne dirais pas que ça a été compliqué, mais l'écriture en elle-même a été. C'est pour ça que je dis que l'écriture c'était assez facile, j'ai fait en 6 mois, mais entre le moment où j'ai fini l'écriture du 3e tome et la sortie du 1er tome, il y a eu les corrections, il y a eu les mises à jour en termes de connaissances par rapport à l'Afrique et autres. Donc il y a eu souvent des choses de ce genre qui ont été faites pour celui qui dit un peu parfait. D'accord. Bon, avant de laisser à la salle l'occasion de pouvoir vous poser quelques questions, j'aimerais juste, puisque vous avez évoqué l'Institut BMK, c'est qu'effectivement, je m'excuse beaucoup, Diana, j'ai oublié de préciser que cette petite soirée est faite en collaboration avec l'Institut BMK, Bana Nkoi, qui signifie les enfants du léopard. Voilà. Et donc c'est une association, je pense que juste après, je vais vous laisser présenter rapidement et puis on va passer aux questions, commentaires. Donc c'est avec l'Institut BMK que nous avons pu avoir la possibilité d'avoir aujourd'hui avec nous Mbouze. Alors, je m'appelle Mbomio Batson Joaquin, je suis la Guinée équatoriale, je suis collaborateur de l'État africain, comme vous venez de le mentionner, de M. Kanana Tombo. Bon, d'abord vous féliciter parce que presque il n'y a plus rien à dire. Mouna Momi. Momi. Vous voyez, vous avez du mal alors le nom africain. C'est Momi, vraiment c'est spectaculaire. Puis aussi Madame, mademoiselle, vraiment vous faites, enfin pour les gens comme moi, la fête de l'Afrique, ensemble. Je ne veux pas être long. Ce qui me frappe toujours quand on va Zaïre, dans le parti du Congo, comme au Kinshasa, comme on l'appelle comme ça, c'est que d'un côté, c'est un pays extrêmement riche, avec des personnes, avec des ressources humaines vraiment diverses et variées et très talentueuses. Mais la réalité sur place est extraordinaire. Moi, j'ai été à Kinshasa en 1989, dans le cadre des Sisiba, des centres de civilisation Mambou. Bon, le pays était par terre. Mais en même temps, c'était l'un de la première fois que je voyais des compagnies théâtrales, des associations d'artistes bien organisées, dans la misère, mais vraiment, qui faisaient. Bon, ce que je vous vois, la question c'est comment faire sortir les pays, là où il est, pour qu'il puisse être au moins au niveau de sa population, qui est aujourd'hui l'une des populations les plus dynamiques aussi dans notre région. C'est à vous qu'on pose la question. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut déjà voir le système éducatif, le système scolaire. Vous voyez le chaos qui règne, je pense que ça répond déjà en partie à la question. C'est qu'en refusant d'investir dans l'éducation primaire, secondaire, supérieure, recherche scientifique, on détruit la nation. On détruit l'intelligence. Et deuxièmement,
en laissant faire de manière implicite ou complice les crimes contre l'humanité qui se passent au Kivu contre les femmes, on détruit la nation aussi. Parce qu'on sait que lorsqu'on éduque une jeune fille, on éduque une nation. Parce qu'une jeune fille deviendra un jour une mère qui va porter les enfants, les éduquer. Et lorsqu'on détruit une jeune fille, une femme, on détruit la nation aussi. Parce que cette jeune fille-là, peut-être qu'elle n'aura pas de femme et n'aura plus cette même fierté, cette même capacité à pouvoir éduquer correctement ses enfants parce qu'elle sera humiliée dans sa chair à cause de ce qu'elle a subi. Donc le pays est en train de détruire à tous les niveaux, surtout à ces deux niveaux-là, l'éducation et la fierté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ceux qui ont les capacités d'investir dans l'éducation le fassent. J'ai souvent posé la question à toutes les personnes du domaine culturel. Par exemple, lorsque le film Vive arrive à être sorti, j'ai posé la question à son directeur, à son réalisateur, c'était de savoir quel a été le soutien, l'apport ou les encouragements que vous avez reçus du ministère de la Culture. La réponse, zéro. Dernièrement, j'ai posé encore la question à Monique Mbeka. Pareil. On n'aide pas les artistes, on n'aide pas les gens du milieu culturel, on n'aide pas les gens du milieu éducatif. J'ai encore posé la question dernièrement à un chercheur congolais qui travaille dans le cadre de sa formation au musée de Tervuren. Il travaille la biologie du bois, donc il étudie l'ancienneté des forêts africaines. Et je lui ai encore posé la question, quel est l'apport du ministère de la Recherche scientifique dans votre travail, ou bien dans votre stage, ou bien dans vos besoins? Pareil, zéro. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux affaires étrangères, à l'économie, à la guerre et autres. Mais la culture, on ne s'intéresse pas. Pourtant, moi, je fais comprendre aux jeunes et d'autres personnes, je dis que dans un pays qui est détruit, ou qui est par terre, ou qui ne dispose pas de levier économique pour s'affirmer, la culture, c'est encore ce domaine-là là où ceux qui veulent détruire le pays n'ont pas forcément la main. C'est peut-être ce domaine-là où les puissances occidentales n'ont pas forcément l'envie immédiate, les intérêts immédiats de venir s'ingérer dans les affaires intérieures. Voilà pourquoi un pays, même s'il n'est pas riche, même s'il est riche virtuellement, mais pauvre dans les faits ou je ne sais pas quoi, il se doit d'investir un minimum dans ce domaine-là. Or, on voit que même le minimum n'est pas fait. Combien d'enseignants sont laissés comme ça, sans rien faire? Pourtant, on va se vanter, le Premier ministre va se vanter d'avoir créé 1000 écoles, 1000 classes. Mais le problème, c'est pas le contenu, pas le contenant, parce que cette bouteille peut être transparente, rouge, vert, bleu, mauve, mais si dedans il n'y a pas d'eau, ça ne sert à rien. Ça sert à venir me dire, ah moi j'ai fabriqué 20 000 bouteilles d'eau, hein. Mais s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, ça sert à quoi? Et c'est exactement la situation au Congo. Allez, on fait du show, du marketing comme ça, mais le contenu n'y est pas. Regardez le programme éducatif par exemple. Les manuels scolaires, d'où ils viennent? Regardez encore les enfants qui sont par exemple en primaire, les conditions dans lesquelles ils vivent. Dans une classe, il y a peut-être un banc de cette taille pour 3 enfants, voire 4. Et ce banc-là, vous pouvez le multiplier par 20, par 30 dans une classe. Donc 4 fois 20, ça fait 80 élèves dans une seule classe avec un seul prof. Et le mur de la classe, c'est pas qu'il est bien carré, bien net, on peut écrire, il y a des parties qui manquent parce qu'il y a des impacts de balles, et parfois il n'y a pas de craie, parfois il n'y a pas des choses simples comme ça, mais le gouvernement n'investit pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne trouvent pas l'intérêt à investir dedans. Pourquoi? Parce qu'on veut détruire cette nation au niveau intellectuel, et on le détruit au niveau sociétal en détruisant la femme. Et je pense que la question, c'était aussi de savoir comment, avec des ressources humaines aussi apparemment riches, donc une société civile très active, très dynamique, et sur le plan officiel, gouvernemental, etc., on est à la traîne, mais le pays n'est pas fait que de gouvernants, le pays est fait aussi de gouverner. Ces ressources-là sont parmi les gouvernés. Est-ce que les gouvernés, puisqu'ils sont apparemment très à la hauteur, comment ça se fait que le pays dont ils sont à la hauteur est très bas? C'est-à-dire, mais en fait, il ne s'agit pas de mettre uniquement les responsabilités sur le gouvernement qui ne fait rien, etc. Bon, ça, on le sait, c'est un peu partout le cas en Afrique, peut-être au Congo pire. Mais comment ça se fait que, par exemple, au niveau des initiatives, ce que vous avez énuméré et donné comme aperçu de ce que vous faites, c'est extraordinaire. Mais en même temps, on n'a pas une initiative qui est venue de Bruxelles, ou en tout cas de Belgique, concernant le pays et qui soit à la hauteur des attentes que des personnes comme lui peuvent avoir. Okay. Je crois que c'est bien,
Oui, Pour compléter un peu. Oui, non, mais ils peuvent dire aussi que en fait, le Congo étant un pays emblématique, c'est-à-dire c'est un pays qui représente aussi l'Afrique en général quand on parle des indépendances. On enterre Lumumba et Congo, et c'est à peu près ce qui se passe chez nous. Vous l'avez bien remarqué qu'il y a autour toute la problématique. Et ce que Kanena précise, c'est ça. Bon, il y a quand même des ressources humaines, il y a des têtes pensantes. Qu'est-ce qu'il faut, quel paradigme faut-il élaborer pour que si le gouvernement, s'il y a une défaite gouvernementale, au moins il n'y ait pas une défaite de la société civile. si. Mais c'est pour ça qu'à ce niveau-là, j'ai même oublié de mentionner dans une autre initiative au fait, qui a été lancée par des jeunes au Kivu. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui essaient de se lancer, ou bien qui se lancent dans l'activisme à leur propre niveau, mais qui souvent butent par rapport à des simples problèmes économiques. Je ne sais pas charger mon téléphone, je n'ai pas de feuille, je n'ai pas de bic, je n'ai pas d'ordinateur. Je cite toujours l'exemple de Pascal Mugamuka, qui est un ami à moi, activiste congolais, patriote et autres, qui vit sur Goma. Il a lancé l'initiative Afrique à réconcilier, dont le but est de réconcilier les peuples africains. Et par rapport à ça, il participe souvent à des forums en Inde, en Éthiopie et ailleurs, au Sénégal. Je sais qu'en septembre, il viendra en Belgique pour une autre initiative qui permettra de faire connaître ce qu'il fait au niveau du Kivu. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, et franchement, je n'ai jamais d'explicatif à ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à ce genre de jeunes? Parce que je sais qu'en décembre 2013, lorsqu'il y a eu la première invasion du M23, ils ont aidé. En collaboration avec lui, on a monté une sorte d'opération, une opération humanitaire. Là où moi, de mon côté, je récoltais les fonds en Belgique, j'envoyais l'argent à Kinshasa, à un ami sûr, et cet ami-là à Kinshasa s'occupait de recharger leur téléphone. Et du coup, ils savaient communiquer entre eux déjà au Kivu, ils savaient nous envoyer des informations par rapport à ce qui se passait. Et décembre 2013, il a failli se faire assassiner. Donc des gens sont venus dans sa maison, ils ont pillé toutes ses affaires, le peu de matériel dont il disposait, et s'il était là ce jour, il aurait pu y trouver un mort. Et je me dis que c'est dommage parce que pourquoi est-ce qu'on veut s'en prendre à cette jeunesse-là qui fait des choses minimalistes, si je puis dire. On a récolté des fonds, je lui ai envoyé une histoire comme 80 à 100 euros. Cela a permis d'acheter des vivres de première nécessité pour des veuves, des orphelins, toutes les grandes figures du panafricanisme, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont été, histoire de pouvoir élargir leur culture générale. Et ainsi, on a commandé plusieurs manuels qu'on a déjà envoyés sur Goma. Ça, c'est pour l'aider, lui, à renforcer, c'est pour en fait, renforcer son initiative. Et c'est là que je dis souvent aux jeunes qui sont en Europe, qui veulent aider le pays, aider l'Afrique, évitez d'être dans les slogans. Parce que les slogans, ça ne nourrit pas les gens, les slogans, ça ne va pas aider la femme qui est en train de se faire violer, ça n'aide pas l'enfant à l'école. Évitez les slogans. Prenez des contacts avec des gens sur place, voyez les initiatives qui existent et soutenez-les, renforcez-les. Parce qu'on a souvent cette... je parle de nous les Africains, nous les jeunes Congolais africains, on a souvent cette envie-là de penser que c'est nous qui allons changer le monde, on va faire la révolution, on vient avec nos gros sabots de noirs occidentalisés, on débarque en Afrique, une opération humanitaire, on fait des photos et puis on poste. Non, non, les gens sur place ne demandent pas ça. Ils ont des initiatives déjà qui existent, tout ce qu'ils demandent c'est qu'on leur vienne en aide. Ça touche plusieurs points, la recherche scientifique, ça touche le soutien humanitaire, le soutien financier, le soutien logistique, le soutien technique, ça touche des tas de domaines comme ça qui va leur permettre à eux de prendre de l'ampleur et de pouvoir bien faire les choses. Parce qu'une fois qu'un activiste est connu et reconnu dans son activité, celui qui voudra lui faire du mal va se poser la question, va réfléchir avant de commettre un certain acte. Et ces jeunes-là, il y en a beaucoup. Et il faut investir dans la jeunesse, investir sur le plan humain, sur le plan matériel et financier. Parce que je pense que ça ne sert à rien de démultiplier les initiatives. Les initiatives sur place au pays, il en existe. C'est pour ça que moi, à la fin de l'année, par exemple, je vais faire le voyage jusqu'en Équateur, là d'où je suis originaire, parce que je sais que par mon ami Pascal Mugaruka de Goma, il a une antenne à sa structure Afrique réconciliée à Guémena. Et ça, je ne le savais pas. Alors je dis, bah, c'est magnifique comme ça. Alors je vais prendre les manuels que j'étais acheminé, je vais en recommander d'autres et acheminer à Guémena. Parce que c'est pareil, il faut éduquer les enfants, il faut les former, éduquer, former, éduquer, former. Parce que c'est cette génération-là qui va changer les choses. Parce qu'entre maintenant et les prochaines élections en RDC en 2021, il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'on a 7 ans pour former les jeunes, pour les aider à devenir des personnes accomplies lorsqu'ils vont postuler pour devenir députés. Au moins, on saura qu'ils sont... 2021, les prochaines élections? Parce que non, il y en a en 2015 et puis le prochain en 2020. Non, parce que pour moi, 2015, c'est déjà emballé pesé. Non, non, pour moi, 2015, c'est déjà emballé pesé. 2016, ouais.